Bienvenue à vous tous dans LCI et vous. On parle de la primaire à gauche et décidément cette actualité politique qui nous tient depuis des mois. Les Français s'expriment et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils réservent des surprises à la classe politique. Depuis dimanche soir, la star du PS, c'est donc Benoît Hamon, mais Manuel Valls ne veut pas s'avouer vaincu. Est-ce qu'il a raison? On va en parler avec mes invités. On va faire un point sur les lignes du PS et sur les ralliements. Bonjour Gérard Grimbert. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes politologue et spécialiste du PS. Alain Bergougnou, bonjour à vous. Bonjour. Historien spécialiste du PS également. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Coordinateur politique du Parti de gauche, conseiller régional d'Île-de-France, et puis Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour à vous. Bonjour. Sénatrice PS de Paris. Alors, depuis dimanche soir, le ton monte et de jour en jour, tout cela est de plus en plus crispé. On va donc écouter les dernières interventions de Manuel Valls et de Benoît Hamon. Benoît Hamon, lui, propose les 32 heures. Lui, au fond, est le chantre de la fin du travail. Lui, il nous explique qu'il va répartir un revenu universel à chacun, à chaque Français. Ça va se traduire demain par plus d'impôts et par la ruine de notre budget. Écoutez, moi, je préfère la sobriété des échanges sur le fond plutôt que les oukases. Moi, je ne prononce aucune excommunication. De quel droit? Je respecte les positions sur le fond. Les options prises par Manuel Valls, je ne les partage pas, mais je les respecte. Je me préoccupe de l'étape d'après. Elle devra être celle du rassemblement. Et je vois mal comment on peut rassembler quand on a passé une semaine, sinon 15 jours, sinon un mois, à dénigrer ses adversaires. Alors, Gérard Grimbert, il perd ses nerfs, Manuel Valls, ou pas? Ou il a raison de réagir comme ça entre les deux tours? En tout cas, ce que je crois, c'est qu'il avait commencé le premier tour de la primaire avec l'idée, bonne ou mauvaise, bon, moi je pense qu'il avait tort, mais de jouer plutôt le rassemblement, en espérant au fond gagner la primaire, finalement, c'était cette idée-là. Et on a bien vu que toutes les réactions ont été, il est à contre-emploi, c'est pas exactement comme ça qu'on l'a connu, c'est pas ce qu'il doit faire, etc. Je crois que maintenant, dans ce deuxième tour, ce qu'il a compris, c'est qu'il n'avait pas d'autre solution que de faire, enfin, clairement ce qu'il disait jadis, d'ailleurs, de dire qu'il y a bien, sinon peut-être deux lignes irréconciliables, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bien deux positions sur beaucoup de points très différentes que le PS, d'ailleurs, n'a jamais vraiment tranché et qui serait temps un jour qu'il tranche. Ça, on y reviendra. Et donc, après tout, alors évidemment, il ne faudrait pas que ce soit trop crispé, évidemment, et puis il y a la question des hommes qui jouent, mais en même temps, il est normal qu'il y ait un débat sur des questions très importantes sur lesquelles ils sont en désaccord. Il est normal que ce soit ce débat du deuxième tour. Et là, je ne parle pas de la manière dont il va être mené, mais sur le fond, c'est normal qu'il y ait ce débat, puisque ce débat, on ne l'a pas eu, mais finalement, il a été là. Regardez ce qui se passe depuis 2 ans, regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, regardez, il est là tous les jours, ce Et c'est débat. peut-être justement le problème, c'est que ce débat n'est pas été mis clairement sur la table, en fait. Il n'a pas été mis clairement sur la table depuis 1982. Donc, vous voyez, ça ne doit pas d'hier, quand même. Marie-Noëlle Lienemann, sur cette ambiance-là d'entre-deux tours, fallait s'y attendre, a priori. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Manuel Valls a eu le sentiment qu'il était en faiblesse, et que la ligne qu'il portait était quand même minoritaire, il faut bien le dire, quand on fait le point. Alors je sais bien que l'arithmétique en politique, mais à l'instant T, comme diraient les sondeurs, mais là c'est pas du sondage, à l'instant T, au vote du premier tour, qu'est-ce qu'il est apparu? C'est que la ligne portée par le gouvernement, la logique qui avait dominé, et que moi je considère une dérive libérale pendant ce quinquennat, a eu deux candidats qui, à eux, font 55% contre cette ligne. Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Donc à partir de ce rapport de force, qui est, il faut bien le dire, plutôt un arbitrage, une clarification qui s'opère d'une certaine façon, Manuel Valls a réagi. Alors je crois qu'il a tort de surréagir, parce que dans ce genre de temps, qu'on soit combattant pour la cause qu'on défend est légitime. En arriver à être fracassant au point où une des critiques majeures que font les Français, et en tout cas une partie de la gauche à Manuel Valls, c'est cette espèce d'autoritarisme qui frise le sectarisme. Oui, mais en même temps, si on écoute Gérard Grimbert, ça fait aussi partie du personnage. Et là, il a non, mais forcé d'accord, sa mais le nature dans l'autre personnage, sens. est-ce que c'est cette forme de politique que les Français souhaitent? Moi, je crois qu'on est rentré dans une période où à la fois les gens attendent de la conviction, attendent des réponses à leurs problèmes concrets et en même temps attendent de pouvoir participer. Et cette espèce de crispation autoritaire de Manuel Valls ne répond à aucune de ces trois attentes-là en l'état actuel des choses. Alors moi, je souhaite que les choses se calment, mais on ne perde pas en conviction ce qu'on doit perdre en tension inutile. Éric Coquerel, comment est-ce que vous voyez tout cela, vous? Vu d'extérieur un peu, hein? Oui, de l'extérieur. Écoutez, on nous a vendu une primaire de gauche
Et au final, on termine avec un congrès du Parti socialiste à ciel ouvert. Ça, tout le monde le dit Tout le monde ne l'a pas dit pendant des semaines et des semaines, c'est pas ce qui a été dit. Et c'est ce qu'on constate, y compris avec la tension qu'il peut y avoir, et puis même les enfumages au niveau du comptage pendant 48 heures, mais qui cache quelque chose quand même, c'est que, qui est le plus intéressant, c'est qu'il y avait un test de légitimité. On nous disait, vous avez les sondages, vous avez le monde dans les meetings, vous avez un programme, etc. Nous avons les suffrages. Les suffrages, ça a parlé. C'est-à-dire qu'il y a un votant sur 2 à peine, au mieux, qui a été voté par rapport à 2011. Et donc, à partir de là, je crois que ça indique quelque chose. C'est que le retrait de Hollande ne suffit pas, quelque part, à sauver le PS et à laisser penser qu'il pourrait sortir de sa virginité pour dire « nous représentons la gauche parce que nous sommes le Parti socialiste ». Vous voulez dire que le Parti socialiste a fait preuve de naïveté en imaginant Non, aujourd'hui, le Parti socialiste est descendu d'un piédestal dont il bénéficiait depuis des années, qui est celui du vote utile, la force qui, institutionnellement, pouvait permettre à l'extrême droite d'aller au deuxième tour, ou en tout cas d'éviter un duel droite-droite. Ça, c'est fini. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est qu'il peut être une force de nuisance, par contre, pour ceux qui occupent, j'allais dire, l'espace politique, qui, on le voit bien, traverse aujourd'hui ce qu'il reste de l'électorat socialiste. Et toute la question qui va être posée aux vainqueurs, quel qu'il soit, c'est est-ce que, très franchement, est-ce qu'il reste une force de nuisance pour le reste des élections ? Parce que ce qui va être élu le week-end prochain, tout le monde le sent bien. C'est pas un candidat capable d'accéder au deuxième tour. C'est le futur responsable de ce qu'il restera du Parti socialiste. Alors Alain Bergogneau, là-dessus justement, est-ce que ce sera le futur responsable de ce qui restera du Parti socialiste, ou est-ce que tout simplement le Parti socialiste ne va pas exploser en vol pour une reconstruction de la gauche ? Comment vous analysez ce qui se passe là depuis je dirais que, à l'évidence, la situation est difficile et il faudra peut-être revenir, si nous avons le temps, sur les raisons de cette difficulté, qui ne sont pas que françaises d'ailleurs. Donc il faut... mais moi, par rapport à ce qui vient d'être dit, et puis ce qu'on lit souvent, il y a beaucoup d'intérêts contre le Parti socialiste. C'est-à-dire évidemment l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon, l'intérêt d'Emmanuel Macron, l'intérêt de la droite, c'est de détruire ce parti qui est le seul et d'aider à la destruction de ce parti, et vous y contribuez pas mal, et qui est le seul à avoir pu, dans les... Oui, vous permettez, qui est le seul à avoir pu, dans l'histoire récente, à certains moments, battre la droite. Donc c'est évident que c'est le Parti socialiste, quand il est faible, on essaye de l'affaiblir encore plus. Mais est-ce qu'il n'est pas faible depuis trop longtemps, ce Parti socialiste ? Non, mais il y a une difficulté depuis des années qui est assez évidente, et c'est la difficile adaptation dans des circonstances et dans des conditions à la fois économiques, sociales, culturelles, qui rendent les exercices du pouvoir. Et on le voit, il ne s'agit pas simplement que du Parti français. Tous les partis, lorsqu'ils sont au pouvoir, et même lorsqu'ils viennent de la gauche, il faut voir Syriza, et Podemos, qui approche du pouvoir, se divise en deux au moment où les vraies responsabilités. Donc il y a un problème de fond par rapport à ça, donc une déception des électorats qui sont exigeants et qui, à juste titre, et qui vivent dans le présent. Et donc depuis, nous sommes dans des primaires qui sont évidemment très différentes de 2011. Les primaires de 2011 étaient des primaires de conquête, et on était dans l'opposition. Là, c'est des primaires d'un parti au pouvoir qui éprouve des difficultés, et beaucoup de gens expriment leur mécontentement et le désir de tourner la page. C'était des primaires, il faut peut-être pas donc oublier, ça explique la nature pour François Hollande. Bien sûr, primaires à la base. Bien sûr, parce qu'on a oublié cet aspect extrêmement important, c'est-à-dire que c'était des primaires qui étaient évidemment faites aussi pour que le président puisse être candidat et puisse trouver une légitimité qui lui manquait. Donc c'est ça qui explique les circonstances difficiles. Mais le problème, c'est que le Parti socialiste est un parti qui, je suis d'accord avec vous, qui n'occupe pas aujourd'hui la position centrale qui a été la sienne, mais qui est un médiateur indispensable, parce que sinon, les autres ne gouverneront pas non plus. Alors on peut se satisfaire de ne pas gouverner, mais ce n'est quand même pas un idéal pour les gens qui ont besoin de réformes concrètes. Alors on va revenir sur tout cela juste après la pause. Il faut qu'on s'interrompe pour l'essentiel de l'actu, parce qu'il se passe autre chose dans le monde que la primaire à gauche. On s'interrompt quelques minutes et on revient juste après.
Nous parlons de la primaire de la gauche et donc de cet entre-deux tours qui se crispe sérieusement. Vous l'avez entendu dans l'essentiel de l'info, le ton monte entre les deux candidats. C'est dire qu'on peut se poser la question de la réunification après désignation du candidat. Elle sera sans doute assez difficile. Certains annoncent déjà la couleur. Il ne sera pas question de soutenir Benoît Hamon. Reportage de Sébastien Côté, on en parle ensuite avec mes invités. Revenu universel contre pragmatisme économique ou autorité de l'État contre légalisation du cannabis. La gauche de Benoît Hamon et celle de Manuel Valls seront-elles réconciliables au soir du second tour ? Le député des Hauts-de-Saône, Jean-Michel Villaumet, soutien de Manuel Valls, annonce la couleur. Il ne se ralliera pas à Benoît Hamon s'il remporte la primaire. Quand il a pris un engagement par rapport au revenu universel, quand il ouvre encore, on peut dire, l'espace aux réfugiés comme ça, sans autre contrainte, même au niveau européen, tout ça, ça m'a beaucoup un peu interrogé par rapport à sa crédibilité. La fracture totale de la gauche, une hypothèse à envisager. La réconciliation sera très difficile, surtout si Benoît Hamon venait à l'emporter. Ce qui est aujourd'hui en jeu, c'est bien sûr la survie du Parti socialiste, la survie de son appareil et la cohésion de ses élus. L'éclatement du PS, une bonne nouvelle pour certains. Moi, je ne pense qu'à une chose, c'est le jour d'après. Et je pense que Benoît Hamon, dans la gauche, il aura deux fonctions. La première, c'est d'éteindre la lumière rue de Solferino. Et la deuxième, c'est de reconstruire avec nous la gauche et l'écologie. Avant la primaire, tous les candidats avaient pourtant pris un engagement, soutenir le vainqueur du scrutin. Bon, Gérard Grimbert, c'est vrai que c'est sacrément, ça va être compliqué. Ces fameuses deux gauches irréconciliables, la fameuse phrase de Manuel Valls, tout le monde lui était tombé dessus. C'est compliqué parce qu'on le disait tout à l'heure, les problèmes qui n'ont pas été réglés sautent maintenant à la figure au mauvais moment. Au mauvais moment, c'est-à-dire au moment de l'élection présidentielle. Parce que pour qu'une primaire fonctionne bien, il faut certes qu'il y ait des candidats avec des programmes différents, mais il faut que tout ça soit justement conciliable. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Alors maintenant, ceci dit, ça ne veut pas dire que... il y a plusieurs façons de comprendre les déclarations, enfin le peu de déclarations qui viennent d'être faites de la part d'Emmanuel Valls. Ça peut simplement vouloir dire je ferai pas je suis en désaccord total avec Hamon, je ne ferai pas sa campagne, point, et je me retire sous ma tente. C'est une chose. L'autre est de dire je continuerai à me battre contre Hamon après la désignation. Ça, je ne le crois pas. Donc le parti n'est pas encore aussi cassé en deux, ce qui est vrai. Enfin, tout le monde avait quand même promis, ça fait partie des règles du jeu, il y aura quelqu'un qui sera désigné, on soutiendra quelqu'un qui sera désigné, point. Oui, mais là c'est vrai qu'on est, je vous dis, le Parti socialiste est en train de payer les problèmes qu'il n'a pas réglés avant. Et de ce point de vue-là, cette élection présidentielle, c'est très étrange d'ailleurs, parce que la primaire de 2011 avait été extrêmement positive pour le Parti socialiste. Et la primaire de 2017 est extrêmement négative pour le Parti socialiste. Mais entre nous, je crois que l'erreur, ça a été de faire une primaire au moment où le parti est sortant. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux de faire une primaire à ce moment-là. C'est la première fois d'ailleurs, personne ne s'était risqué avant. Normalement, il aurait mieux fallu que François Hollande soit le candidat qui défendait son bilan. Mais c'est ce que je pensais au début. Et ça n'aurait pas fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où la gauche du Parti socialiste voulait absolument une primaire, ça a enclenché un mouvement déflagratoire dans le Parti socialiste. Mais encore une fois, cette primaire, elle était faite pour François Hollande. Non, mais attendez, elle était prévue depuis le début. Bon, d'abord, je voudrais dire plusieurs choses. Elle était prévue, mais pas sans François Hollande. Mais attendez, je m'excuse. Je veux dire plusieurs choses. Premièrement, moi, je pense que les Français, quels qu'ils soient, attendent de leur leader de la cohérence et de la loyauté. On ne peut pas dire au début d'une primaire, je le dis d'autant plus qu'on m'a X fois quand j'étais, je pensais pour être candidate, vouloir être candidate, on m'a demandé est-ce que vous voterez, si Manuel Valls est désigné, est-ce que vous voterez pour Manuel Valls ? Chacun connaît mes désaccords avec Manuel Valls. J'ai toujours dit oui, à partir du moment où je rentre et je donne ma parole, je rentre dans un cadre, j'en respecte les règles. Et nous sommes dans une société où on ne peut pas parler de l'autorité de l'État et commencer à considérer qu'on n'applique pas rigoureusement la règle dans laquelle on a décidé librement d'entrer. Ce que vous dites en clair, c'est Emmanuel Valls veut être président de la République, mais s'il n'est pas capable de respecter sa parole, et le doute. Et nos concitoyens attendent justement de la cohérence dans les convictions, les prises de position et les prises de risques. En politique, on prend des risques. La deuxième chose, quand on me dit c'est la primaire qui serait la cause de tous nos maux. Non. Ce qui est la cause de nos maux, c'est le bilan. C'est le fait que nous avons demandé pendant tout le quinquennat
à plusieurs reprises des discussions sur les réorientations. Je ne parle même pas de tout fracasser, des réorientations. À chaque étape, les portes ont été closes, on nous a fait des actes d'autorité, vous verrez, ça va marcher, etc. La primaire, quand on est sorti de la précédente primaire, donc je n'étais pas une fanatique a priori, François Hollande lui-même, désigné candidat puis élu, a dit « la prochaine fois, je passerai devant une primaire ». Et ce n'est pas la primaire qui est la cause des problèmes, c'est la question du bilan François Hollande et c'est la question de son incapacité à pouvoir être candidat, parce qu'on peut toujours mettre les miettes sous le paillasson. La réalité, c'est que nous sommes en train de payer cette politique-là. Alors, pour autant, moi je voudrais répondre aux amis de Jean-Luc. Allez-y. Jamais la gauche n'est forte quand on commence à dire que le PS va être faible. Je ne dis pas que le PS doit être toujours historiquement dominant, c'est mon parti, j'ai plutôt cette prétention, mais le PS faible, c'est une gauche affaiblie, et les partis disparaissants, c'est des portes ouvertes à beaucoup de dérives populistes qui, hélas, ne sera même pas ce qu'on pourrait dire un mouvement populaire de gauche. Ce que vous dites, c'est que Mélenchon ne peut pas être le numéro 1 à gauche. Donc je dis, ce que je dis, oui. Non, je dis que peut-être Jean-Luc peut être, Mélenchon peut être numéro 1 ou la France Insoumise, mais c'est pas en écrasant le PS et en faisant du PS l'adversaire qu'ensuite on est en situation de pouvoir créer une dynamique majoritaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas PS, qui ne sont pas membres du PS, mais pour qui l'écrasement d'une composante importante du PS apparaît quelque chose de négatif. Éric Coquerel, là-dessus. Je leur dis, parce que c'est vrai que attention, Jean-Luc Mélenchon s'est dit dans l'opposition pendant quasiment tout le quinquennat. Hein, donc pour le coup, oui, il a de cohérence. Donc il est c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il peut, à mon avis, être celui qui va au deuxième tour sur cette ligne politique. C'est pour ça qu'il a absolument refusé de faire partie de cette primaire, etc. etc. Est-ce que vous voulez répondre à Marie-Noëlle là-dessus ? Plusieurs choses. D'abord, le Parti socialiste se débrouille très bien tout seul, quelque part, pour, désintéresser la grande majorité des électeurs. Mais je voudrais situer ça de manière plus globale, parce que je suis d'accord avec une chose que disait M. Bergogneau tout à l'heure, c'est que ce n'est pas un cas seulement français, ce à quoi nous assistons. C'est-à-dire qu'il y a une crise, pour aller vite, de la voie qui a dominé progressivement les partis sociaux-démocrates dans le monde, qui était la voie blairiste, etc., et qui se lie partout. En Angleterre, avec M. Corbyn, aux États-Unis, même avec la défaite de Mme Clinton, je vous rappelle que M. Clinton était engagé là-dedans, M. Renzi en Italie, et le retrait de M. Hollande, qui est quand même aussi un acte là-dessus. Bien. Derrière tout ça, inévitablement, il va y avoir à un moment donné une recomposition de tout notre espace politique. Absolument. Ça, c'est clair. Et nous essayons d'ailleurs, nous, de l'accélérer en faisant en sorte de lier une candidature à la présidentielle, vous l'avez remarqué, avec la naissance d'une campagne mouvement autour de France Insoumise, qui soit quelque chose qui ne soit pas contre les partis, contrairement à ce que dit Marie-Noëlle Lienemann. Moi, je suis le responsable d'un parti, le parti de gauche, mais qui s'adresse directement au peuple pour faire en sorte de recomposer un espace, j'allais dire, quelque part, qui tire une leçon que les partis qui ont structuré ce que nous, on appelait la gauche au XXe siècle, le Parti socialiste et les autres, eh bien, aujourd'hui, il va falloir les dépasser. Ça, c'est le premier bilan. Mais le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, pour ça, il faut essayer de gagner la présidentielle. Et qu'on nous laisse à un moment donné, nous, penser que celui qui a le plus de cohérence pour rompre, non pas seulement avec les années Hollande, mais avec les années Sarkozy-Hollande, parce que c'est la même politique qui a été menée au nom finalement d'une politique de l'offre, qui s'en prend toujours au travail pour penser qu'il faut sans arrêt augmenter les bénéfices, et que c'est ça qui va permettre de redémarrer l'économie, qui s'accorde sur la Ve République, qui s'accorde sur les politiques d'austérité. Eh bien, pour rompre avec ça, aujourd'hui, il vaut mieux quelqu'un qui a été en cohérence depuis 5 ans. Et le Parti socialiste, Marie-Noëlle, il faut au moins qu'il puisse constater une chose, c'est que la Terre ne tourne plus autour du Parti socialiste. Voilà. La question n'est pas de se comprendre, c'est que cette primaire, c'était, je suis désolé, vous en avez fait un test, et le test montre que la Terre ne tourne plus autour du Parti socialiste et que le Parti socialiste. Mais en fait, on a l'impression que vous êtes un petit peu. Laissez-moi terminer. Regardez ce qu'on a écrit sur le bas de c'était volontairement un petit peu provocateur. Mélenchon, Hamon, 2 hommes pour un créneau. On a l'impression qu'en fait, le fait que Benoît Hamon soit arrivé en tête de cette primaire, forcément, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu... Non, c'est pas... Attendez, je continue là-dessus. Pour l'instant, je regarde un petit peu tous les éléments
qui nous permettent un peu de juger le rapport de force. Allez-y, parce que le temps tourne. D'accord, mais vous allez allez-y. Laissez-moi continuer mon idée. Que ce soit le monde dans le meeting, que ce soit aussi les enquêtes d'opinion les unes après les autres qui commencent comme à donner une certaine lisibilité. Bon, qui soit surtout la cohérence, y compris programmatique, parce que vous remarquerez que ça a été tellement prévu pour M. Hollande que du coup, les candidats en sont venus à bricoler des programmes. Nous, on a un programme depuis des mois. Tout ça montre une chose, c'est que celui qui peut permettre qu'on évite un duel entre l'extrême droite et la droite, soit la droite libérale de M. Fillon ou de M. Macron, le centre, on va dire, pour M. Macron, au deuxième tour, c'est pas ceux qui, aujourd'hui, vont remporter la primaire. Donc la question qui va se poser le week-end prochain à M. Hamon, s'il prétend justement représenter une ligne finalement qui était celle de l'opposition au gouvernement, qui à mon avis va fracturer le Parti socialiste, mais ça leur affaire, la question qu'il faudra qu'il se pose, c'est comment permettre aux candidats qui représentent cette ligne en cohérence depuis longtemps, d'accéder au deuxième tour. C'est la seule question qui vaille. Et je ne vais pas pleurer. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'il faut qu'il aille se rallier à Mélenchon. C'est ça que vous dites. Vous demandez à Benoît Hamon de se rallier à Mélenchon. S'il veut être utile à quelque chose, ça sera peut-être la question. Mais ça ne sera pas un accord d'appareil. Ça ne sera pas un accord d'appareil, parce que pour nous avançons depuis maintenant des mois sur l'idée que le plus important, c'est de rassembler le peuple. C'est pas de rassembler les appareils, c'est de rassembler. Alain Bergogneau, allez-y. Oui, alors 3 remarques. La première, je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des difficultés de la social-démocratie en Europe, c'est là que votre analyse est un peu courte. Il y a des difficultés du progressisme dans le monde entier. Et pas simplement le Parti démocrate américain, mais regardez l'Amérique latine, que Jean-Luc Mélenchon aime bien. Il y a des difficultés majeures du progressisme dans le monde, pour des raisons qui tiennent au changement technologique, à la mondialisation, à la diversification des sociétés, au rapport de force qui bouge dans le monde. Donc, il y a un droit d'inventaire à faire pour tous. Et par rapport au Venezuela, ça mériterait quand même quelques analyses complémentaires. La deuxième remarque, c'est que vous allez être déçus. Parce que si Benoît Hamon gagne la primaire, il fera un accord avec les écologistes, et notamment avec Jadot. Et Cécile Duflot n'attend que ça pour des grandes raisons et des petites raisons. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, dans son splendide isolement, va souffrir. Et qu'il aura, en fait... Ça, on avait compris votre espoir là-dessus. Et non, ce n'est pas un espoir, c'est une donnée. Vous raisonnez, je raisonne aussi par rapport à ça. On est en train de faire de la politique fiction un peu, là. Oui, mais c'est normal, puisqu'on se projette par rapport à la pré-primaire. Donc les choses sont... Non, je termine. Je termine une conclusion. Donc les choses sont beaucoup moins simples que vous le pensez, et qu'il faudra se poser vraiment la question des vraies conditions du rassemblement face aux enjeux français. Et ça ne sera pas simplement un ralliement à Jean-Luc Mélenchon, d'autant qu'un certain nombre de cadres communistes ne passeront pas sous les fourches codines. Alors, on va parler... Il n'y aura pas de désistement. Si vous le voulez bien, pardonnez-moi. Excusez-moi, pardonnez-moi, s'il vous plaît. On va partir de l'autre côté, puisqu'on a parlé pas mal de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a un dont on parle évidemment énormément depuis dimanche, c'est évidemment Emmanuel Macron. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Gérard Grimbert, il avait dit, Emmanuel Macron, depuis le début d'ailleurs, il a dit il n'y aura pas de macroniste d'après premier tour. Sous-entendu, ce ne sera pas la peine de venir frapper à ma porte pour avoir notamment des circonscriptions ou des postes. Il faut choisir Macron maintenant. On imagine que un certain nombre d'anciens ministres vont choisir Valls. Et puis ceux qui disent rien pour le moment, on imagine qu'il va y avoir un petit peu d'échappement vers Emmanuel Macron. C'est lui qui va être finalement le candidat de la gauche ou pas ? Écoutez, il se dit lui-même un homme de gauche, il sera un des candidats de la gauche, il y en aura quand même beaucoup, il y en aura au moins 3 ou 4 ou 5. Donc c'est d'ailleurs le problème de la gauche qui fait qu'elle ne peut plus gagner d'une certaine façon. C'est son éclatement. Alors, je crois que Macron a dit ça aussi parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'est pas intéressé par des ralliements. Simplement, il n'a pas envie que la droite puisse lui dire « Vous êtes finalement le nouveau candidat de la gauche. Vous, d'ailleurs, c'est normal. Vous avez travaillé avec François Hollande. Vous avez été ministre de François Hollande. Donc, finalement, rien de nouveau. Parce en fait, il veut des ralliements sans avoir l'air de les avoir demandés. Il a bâti son projet. Pour l'instant, ça marche. Ça marche, mais ça ne marchera pas forcément toujours. Parce qu'il l'a bâti sur l'ambiguïté de « je suis ni à gauche ni je suis à droite ». Ah oui, donc il ne peut pas dire qu'il est évidemment, ayant bâti ce projet là-dessus, il fait son électorat là-dessus. Et effectivement, il y a la moitié de l'électorat qui est de gauche, la moitié qui était de droite. Mais le jour où il sort de l'ambiguïté, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors justement, le jour où il sera obligé de le faire d'une certaine façon. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Je pense qu'il attend le plus tard possible pour le faire. Il va falloir qu'il fasse un choix entre droite et gauche et centre. À mon avis, il apparaîtra forcément comme un candidat de centre-gauche à un moment ou un autre. Simplement, il ne peut pas je ne suis pas de cet avis. Je pense qu'il n'est pas de centre-gauche.
Quand il dit il n'est pas de centre-gauche, à la limite, je veux bien dire qu'il est de centre, mais quand on dit soi-même, je suis ni de gauche ni de droite, ou est de gauche, est de droite. Oui, mais Ça veut Blair, dire- Blair il est disait ça déterminé aussi. en attendez, justement. je Mais m'explique. il a gagné 4 élections. Oui, mais Blair, 3 il était élections. patron Oui, du oui, Labour Party, Bruno El pas Emmanuel Macron. D'accord, mais ça Donc, n'empêche que et cette par idée... ailleurs, c'est bien dommage qu'il ait gagné. Il est déterminé tu par les préfères gens un qui votent socialiste pour qui lui. n'est pas au pouvoir. Non, je sais. je m'excuse, j'ai toujours été dans un parti de pouvoir, ce qui n'est pas ton cas. Nous sommes Je te là. fais remarquer. En tout cas, je finis Parce que juste moi- par rapport à Allez-y, ça. terminez. L'idée, c'était simplement de dire que, bon, il apparaîtra nécessairement, parce que la droite le fabriquera comme un candidat de gauche, nécessairement, à un moment ou à un autre. Ce que je crois simplement, c'est que plus tard il sort de l'ambiguïté pour lui, mieux c'est. Il va être Forcément. obligé d'en sortir Mais à un attendez, moment ou à moi un je autre. voudrais dire Allez-y. sur Emmanuel Macron, contrairement à ce que j'entends parfois dans les commentaires, je pense que l'élection de Benoît Hamon comme leader pour la présidentielle n'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que il y a dans l'attraction, je parle de la partie des gens de gauche qui pourraient être tentés par Emmanuel Macron. Comme tu le dis, la moitié dans ces sondages de 15, il y en a 7 de gauche et 7 de droite. Donc à partir de là, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a une aspiration au renouveau. Oui. Une autre façon de concevoir la politique. Une autre façon d'être à la fois, et je pense que ça c'est la force de Benoît Hamon, d'être à la fois ancré dans son parti. Personne ne trouvait Benoît Hamon infréquentable quand il était porte-parole du PS. Emmanuel Valls, quand il l'a nommé à l'éducation, il ne pensait pas que c'était un homme qui n'était pas capable d'être un homme d'État. Donc j'entends tout ça. Mais il est à Emmanuel la fois ancré dans son parti et en même temps, il porte un renouveau avec des idées, des pratiques qui manifestement ont créé un dynamisme en dehors de ce qu'est la sphère habituelle de l'électeur PS. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on voit dans les participations à la Mais Emmanuel primaire. Macron, c'est un peu Donc, ça aussi, en tout cas. dans donc l'image. justement, nous aurons le devoir de pousser Emmanuel Macron à la clarification. Il ne pourra pas rester simplement le candidat, je suis le renouveau, ça change. Il devra être le candidat qui porte pour la France et l'avenir de ce pays des choix, des arbitrages. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le fait que ce soit Benoît Hamon le mettra, lui, dans l'embarras, parce qu'il ne pourra pas surfer dans le flou programmatique au motif qu'il est le renouveau. Rapidement, Éric Coquerel, là-dessus, parce que je voudrais aussi donner la parole à Alain Vergogneau. Oui, rapidement là-dessus. Moi, ce que je crois, c'est que le débat qui va commencer la semaine prochaine, c'est une nouvelle campagne qui va commencer. Et qu'effectivement, M. Macron va avoir du mal à continuer à se draper derrière une soi-disant candidature hors système, alors qu'il est un candidat du système, mais de manière absolument évidente, et qu'il défend finalement des mesures économiques. Alors, d'abord, il défend le bilan du gouvernement. Donc déjà, Ce que vous dites, c'est qu'il joue sur les deux tableaux. Il joue Il sur les peut deux pas- il tableaux, pourra pas le faire prend un peu de éternellement. vocabulaire, il parle d'entre-soi, il parle d'appareil, et puis en imaginant que ça va suffire à oublier qu'il a fait sa carrière dans les banques, il a fait sa carrière au gouvernement, et qu'il applique une politique, effectivement, qui, quelque part, a un côté blairiste dans quelques mesures sociétales un peu progressistes, et puis une mesure économique libérale. Mais tout ça, à un moment donné, il va y avoir le débat qui va le montrer. Bon, je crois que on parlait tout à l'heure de division de l'espace de gauche, appelons-le comme ça, même si vous savez que on se méfie de ce terme parce qu'il cache pas mal d'ambiguïté. Mais je vous rappellerai que la droite est divisée aussi entre l'extrême droite, entre M. Fillon qui est en train de payer la manière dont il a fait campagne dans la première, cette espèce de néo-thatchérisme, entre M. Dupont-Aignan et entre en partie M. Macron, qui on voit bien, chasse aussi sur tes terres. Là aussi, il y a une division. Donc, moi, je crois que vivement la semaine prochaine à ce niveau-là, pour qu'on respire un petit peu différemment et qu'on commence justement à comparer programme par programme. Et c'est là où, à mon avis, le débat va être le plus intéressant. Et on verra que, finalement, celui qui tranche sur beaucoup de positions, la Ve République, la question... Ce sera votre candidat. Oui, ce Juste sera Alain le candidat. Vergogneau pour terminer, parce qu'il nous reste une minute, donc je suis désolée. Et simplement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au moins cette présidentielle aura eu au moins aura permis de peut-être de mettre tout à plat dans tous les partis, quels qu'ils soient d'ailleurs, et que les Français s'expriment et finalement on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des candidats auxquels on n'aurait jamais pensé il y a 6 mois, quoi. Oui, il y a une volonté de recomposition partout. Donc là, c'est clair de ce point de vue. La difficulté, c'est que toutes les campagnes et toutes les victoires électorales ont leur part d'ambiguïté. Simplement, je dirais qu'Emmanuel Macron, lui, en a une grosse part et que le problème sera à un certain moment, on sera obligé de dire des choses. Je prends qu'un seul exemple, par exemple. Il faudra qu'il dise à un moment, est-ce qu'il est pour la suppression de l'ISF ou pas ?
Et ça, à un moment, c'est oui ou c'est non. Il présentera son programme le 4 février. C'est ce qui est dit, mais il l'a reculé. Oui, c'est vrai. Il l'a reculé depuis. Et à mon sens, ça sera plutôt un peu plus tard. Donc, ça sera plutôt en mars. Donc, c'est vrai, ce point de vue, à partir de la semaine prochaine, on rentre dans une nouvelle campagne. Et les données sont assez différentes de ce qui se passe aujourd'hui. Et nous continuerons à vivre des surprises. Et je pense à droite comme à gauche. Et sans oublier une extrême droite qui, malgré ses divisions, est quand même forte et risque de le devenir encore plus. Alors on aura largement l'occasion d'en reparler, du coup vous reviendrez reparler de tout ça sur ce plateau quand on connaîtra donc tous les acteurs de cette présidentielle. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir. La suite sur LCI, un journal dans quelques minutes.